Bienvenue sur ce plateau de grandes affaires judiciaires. Aujourd'hui, Cour suprême du Cameroun, la société Kodile SA demanderait en cassation et la société Nestlé Cameroun et autres défendraient à la cassation. Arrêt de la Cour suprême. La responsabilité délictuelle des sociétés Nestlé et autres établissements commerciaux engagés en vertu des dispositions de l'article 1382 du Code civil, selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il y a lieu de déclarer l'action de la société Kodile fondée. Alloue 517 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts à Kodile, condamne les sociétés Nestlé Cameroun, Cameroun Milk Company, SMC, Sadipan, Talezing, Promodis, SAO, solidairement au paiement de la dite somme. Voilà en substance le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour suprême en son audience du 1er septembre 2016. Cet arrêt dégage plusieurs centres d'intérêt: la fraude douanière, les tromperies sur les étiquetages, la contrefaçon, la concurrence déloyale, menace sur la santé du consommateur et surtout la protection de l'industrie locale. C'est une série que nous entamons ce jour. Nous ouvrons cette série par la genèse du conflit Kodile SA et la société Nestlé Cameroun et autres. Pour en parler sur ce plateau, Bissek Pius, industriel, ADG, administrateur directeur général de Kodile, qui est à ma droite, Maître Jean-Marie Nomo Béala, qu'on ne présente plus, avocat au barreau du Cameroun, et Xavier Messé Atati, journaliste rompu à la tâche parce que Xavier Messé a été journaliste cadre, responsable à RFI. Il a été journaliste à Jeune Afrique et il a travaillé dans plusieurs médias locaux. Je crois que vous avez travaillé également à Radio Cameroun à l'époque. C'était comme stagiaire? Ben, c'était stagiaire, oui, stagiaire. J'étais stagiaire, bon, en formation. Ça compte pas dans un CV, je crois. Il y a longtemps, Xavier? Il y a très longtemps, parce que ça date de 1975, c'est pas jeune. Hein, j'étais en 3e année au centre de formation de journalistes de Paris. Donc, j'avais passé 2 mois de stage académique complètement moulé dans la rédaction. Et, heureusement, à cette époque-là, il y avait des gens disponibles certains sont encore vivants, d'autres sont au paradis, ils ont précédé, mais c'était vraiment des journalistes talentueux grâce auxquels j'ai appris pas mal de choses qu'on n'avait pas la possibilité d'apprendre tout le temps à l'école, mais une fois sur le terrain, c'était toute une autre réalité dont je me sers encore jusqu'à aujourd'hui. Oui, vous avez été des périmutations. Oui, c'est encore l'histoire. Oh, oui, et je ne voudrais pas citer une chaîne de télévision. Ben, j'ai travaillé au groupe Anecdote, où j'étais directeur de rédaction. Oui, ça et maintenant, vous êtes directeur exécutif de HTV. Oui. Oui, monsieur Bissek Pius, vous êtes aussi un habitué des plateaux de télévision. Même comme c'est la première fois que vous êtes sur un plateau de HTV, des grandes affaires judiciaires, mais bien avant ça, et sur d'autres plateaux, vous étiez très régulier, notamment à la CRTV. Merci déjà de m'avoir invité. Un habitué à un temps, fut un temps, et puis je suis rentré dans les Sissongo. J'étais plutôt au front, dans un front judiciaire ardu, harassant. Et je ne dirais pas que Phoenix renaît de ses cendres, ce serait très prétentieux, mais je pense quand même que progressivement, on repart. Au terme d'ailleurs de l'arrêt dont vous venez de lire le dispositif, on envisage l'avenir beaucoup plus sereinement. Oui, monsieur Bissek Pius, vous envisagez sereinement l'avenir.
Et on parle donc de cet arrêt de la Cour suprême. La société Codilet, que vous représentez sur ce plateau, vous en êtes l'administrateur directeur général. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que après ce procès harassant, vous parlez de la sérénité autour du démarrage des activités, est-ce qu'on peut situer ça d'ici quand? Mais les machines tournent déjà, les robots tournent déjà? Ou alors ils sont en rodage? Disons qu'il n'y a jamais de sérénité dans les affaires. Il n'y a d'ailleurs la sérénité nulle part dans la vie d'un homme. De temps en temps, il y a des éclaircies, mais la vie est essentiellement caractérisée par un parcours de combattant. Il faut tout se battre pour survivre, se battre pour vivre. Je dis qu'on envisage l'avenir de manière beaucoup plus sereine, puisque nous avons un diagramme de relance des activités de notre société qui prévoit que d'ici la fin de cette année, on aura certainement installé de nouvelles machines complétant celles qui sont déjà sur place pour relancer les activités de notre société après donc de longues années de léthargie et de bataille judiciaire. Je vais immédiatement aller avec vous. On parle de ce conflit, pas de la genèse du conflit. Dans cet arrêt de la Cour suprême, je l'ai évoqué ici, c'est toute une série que nous entamons sur cette grande affaire. En fait, comme grande affaire, c'en est une. C'est la première fois au Cameroun qu'on ait vu notre justice prendre une telle décision. Selon certains témoignages, gagner un procès en Suisse contre Nestlé, c'est pratiquement impossible. Mais je vais donner d'abord la parole de manière générale à Xavier Messet pour qu'il me dise exactement par rapport à cet arrêt, quelle est son impression? Vous connaissez bien Nestlé? Ben, je connais très bien Nestlé. Pas comme le PDG de Nestlé, mais je connais Nestlé comme un produit que tout Africain a consommé et consomme. Je connais Nestlé parce que j'ai eu l'occasion d'être invité dans certains de ses ateliers, que ce soit en Europe ou dans des pays africains, pour visiter ses usines. Voilà, après cela... Il n'y a pas d'usine au Cameroun? Ben, écoutez, je ne sais pas, mais je sais qu'il y avait une usine, mais qui ne travaillait pas dans le lait, mais qui faisait plutôt des produits dérivés de Nestlé à Douala-Bonabéry. Je ne sais pas si elle existe toujours. Il y avait certainement une usine là-bas. Mais pour être beaucoup plus à l'aise, je pense que vous avez annoncé, n'est-ce pas, de poser le problème. Vous avez lu l'arrêt de justice, mais je pense que vous nous laissez un tout petit peu sur notre fin parce que vous allez poser le problème qui a abouti, n'est-ce pas, à cet arrêt-là. Vous n'avez pas été condamné une entreprise, surtout une multinationale, par notre justice. Comme journaliste, ça ne me surprend pas. Non, mais je vais dire que c'est pas la première fois que le gouvernement camerounais vole au secours. C'est pas très fréquent, mais c'est pas la première fois que le gouvernement camerounais vole au secours de la jeune industrie locale. Il s'est passé d'autres cas que je peux pas évoquer ici, mais que vous connaissez tout autant que moi. C'est pas très fréquent, mais c'est des cas qui arrivent. Le cas qui est l'objet de notre débat aujourd'hui fait partie de 2 ou 3 cas que je connais et que peut-être nous aurons l'occasion de revenir dessus tout à l'heure, ne serait-ce que pour faire allusion, faire de rapprochement avec ce cas que nous débattons. Mais vous avez souligné quelque chose qui, à mon avis, est très important. C'est-à-dire qu'une société africaine moyenne aille gagner un procès en Suisse, qui est le siège, la Suisse qui est le siège de Nestlé. Nestlé qui est l'un des géants de l'agroalimentaire mondial, sinon le plus géant de l'agroalimentaire mondial, qu'on aille gagner un procès là-bas. Ça veut dire que quelque part,
il y a quand même encore de l'équité. On a gagné ici au Cameroun. On a gagné au Cameroun. Il paraît qu'il y a eu des prolongements en Suisse. Non. Non, aucun prolongement. Là, je m'excuse, j'ai très mal saisi. Oui, je pose la question à un maître qui est un habitué des prétoires, qui a même des grands dossiers à la Cour suprême et même à la Cour commune de justice d'Abidjan. Ça vous surprend cet arrêt rendu par la Cour suprême du Cameroun, dirigé dans c'était présidé par Mme Mengue Suzanne, l'actuelle PCA de l'Université Yaoundé 1. Il n'y a pas de surprise. Les gens m'ont souvent pris à partie lorsque je me suis toujours attelé à défendre le système judiciaire camerounais que d'aucuns veulent peindre en noir et pas le pire des systèmes judiciaires du monde. Vous le savez, il y a des grandes affaires où des intérêts économiques sont en jeu, parce que c'est le cas dans cet arrêt. Vous avez connu des affaires du même genre sous d'autres cieux, en Europe, en France, mais la justice a toujours des difficultés à dire le bon droit. Mais dans le cas d'espèce, je crois savoir que la justice camerounaise, qui n'est pas la pire des justices du monde, a rendu le bon droit. Il est vrai, cet arrêt, d'après mon analyse, a juste quelques insuffisances, mais dans l'ensemble, la Cour suprême a dit le bon droit et nous aurons le temps la possibilité de le démontrer au cours de cette émission à travers des réponses précises aux questions que vous aurez à nous poser. Ouais, monsieur l'administrateur directeur général Bissécuisse, vous qui êtes le bénéficiaire de cet arrêt, des dispositifs de cet arrêt, vous-même vous avez été surpris. Ça a commencé en instance à Douala, la Cour d'appel et puis Cour suprême. Ce n'était pas chose facile. Vous-même vous avez parlé dans votre mot introductif tout à l'heure de marathon judiciaire. Bon, disons que c'est une procédure judiciaire qui est vraiment, je m'excuse de le dire, mais qui est vraiment inédite dans son architecture financière que par les différentes étapes et obstacles qu'on a dû franchir. Mais pour bien comprendre la problématique, il faut peut-être camper le paysage qui précède l'introduction d'instances. Vous nous parlez déjà de la jeunesse. Oui, je préfère, parce que sinon... Oui, allez-y. Tout commence avec la dévaluation du franc CFA de janvier 1994. La parité du franc CFA par rapport au franc français change, double. De 50, ça passe à 100 pour un franc français. La dévaluation d'une monnaie, sur le plan économique, obéit à une logique de relance de la compétitivité des entreprises domestiques. Celles qui ont ce qu'on appelle en économie une valeur ajoutée domestique très importante. Et donc, au moment où la dévaluation arrive, je vous prends juste un exemple. Le lait concentré sucré 1 kg coûtait 750 francs. Après la dévaluation, il va coûter 1700 francs. Du fait du doublement mécanique de la parité. Nous sommes donc devenus extrêmement compétitifs parce que notre valeur ajoutée domestique, le ratio était de 65-35, c'est-à-dire on consommait localement 65% de nos intrants et on n'importait que pour 35%.
notre chiffre d'affaires, donne un chiffre d'affaires de l'époque, est passé de 1,5 milliard à 3,5 milliards. C'est-à-dire qu'il y a une croissance exponentielle de notre chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de cette époque-là. Donc aujourd'hui, il faudrait multiplier par 2, au moins. Malheureusement, cette embellie ne sera que de courte durée. À peine 1 an et demi. Nous allons nous rendre compte qu'il y a de nouvelles marques de lait qui arrivent sur le marché, parce qu'avant la dévaluation, il y a 4 marques. Mais après la dévaluation, il y a eu une quinzaine de nouvelles marques qui vont arriver, mais qui auront pour particularité de se comporter sur le marché comme si la dévaluation du franc CFA n'avait pas eu lieu. Le lait kilo de ces marques-là va coûter parfois 800 francs, parfois 9 cher 1000 francs. Alors que les laits kilo antérieurs vont coûter à la même époque 1700. Ça nous intrigue. Nous procédons à des analyses, pas locales, parce que le plateau technique de nos laboratoires de l'époque n'avait pas notamment la capacité de faire des analyses qu'on appelle des analyses de chromatographie en phase gazeuse. C'est un barbarisme scientifique, juste pour montrer que c'est des analyses qui ont pour objectif d'identifier le type de matière grasse qu'il y a dans les laits en question. On se rend compte que c'est, contrairement au lait noble, où on retrouve la matière grasse de lait anhydre, qui est la matière grasse de vache laitière, dans ces laits-là, il y a de l'huile de palme raffinée, il y a de l'huile de coco, mais il y a surtout des carragénanes. La carragénane, c'est un produit chimique pour donner au produit l'onctuosité du lait. En fait, c'était des succès d'années de lait. C'était des faux laits. On fait donc une analyse comparative entre nos intrants, la valeur de nos intrants et la valeur des intrants utilisés pour la fabrication de ces produits. On découvre par exemple que la tonne de l'huile de palme raffinée à l'époque est de 500 000, alors que la même tonne de matière grasse de lait anhydre est de 2,5 millions. Donc un rapport de 1 à 5. Il y a donc tricherie sur la nature du produit qu'on appelle lait concentré sucré. On avance dans nos investigations, on découvre qu'il y a fraude douanière. Pourquoi? Parce que le lait sucré est classé dans la rubrique du tarif douanier 040200. Je connais les rubriques par cœur. Ne payant que 20% de droits de douane. Alors que les autres produits qu'on devrait qualifier en fait d'autres produits alimentaires sont classés ou doivent être classés à la rubrique 19,99,99. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une rubrique qui paye 30% de droits de douane, assujettie à la TVA de presque 26%. Donc, vous ajoutez à 30 plus 26, ça fait 56%, auquel vous enlevez les 20% dont des concurrents trichaient à hauteur de 36%. C'est-à-dire que la marchandise coûte 100 francs, mais sur les 100 francs, et au lieu de payer 100, ils ne payent que, ils ne payent que 64. Donc, on se rend pas. Mais ce qui va être plus pathétique dans cette affaire, c'est que un jour, un de mes amis, un professeur de pédiatrie célèbre, aujourd'hui disparu, du nom de Hugues Niamey, que pratiquement tout le monde connaît, y compris le chef de l'État, dont il était un grand ami, me révèle que ces laits-là tuent des nourrissons. Il m'explique que les nourrissons, leur estomac n'est pas capable de digérer tous les nutriments. Il ouvre donc ce volet-là, mais il me pose la question d'une manière énigmatique, à tel enseigne que je m'imagine que c'est mon lait qui a des problèmes. J'ai vérifié, ce sont ces laits-là. Donc, je résume un peu pour dire que je fais des campagnes de télé auxquelles vous étiez d'ailleurs associé, vous m'avez accompagné dans ces campagnes.
qui ne donne rien, je saisis les ministères compétents. Ça ne prospère pas. Et un jour, un ami avocat, je dois le citer, on ne cite pas les contemporains, mais je le cite pour le remercier, Charles Tchunga me dit, porte l'affaire devant les tribunaux de la République, tu auras certainement gain de cause. Nous introduisons notre action au tribunal de grandes instances de Douala en janvier 2003. L'État du Cameroun rentre dans la même procédure à nos côtés en portant plainte aux mêmes sociétés pour fraude douanière. Voilà un peu camper le décor qui va nous conduire à l'arrêt qui a été rendu. Et au cours de l'émission, j'apporterai des éclairages qui vous montreront que c'était un parcours du combattant. Parce que les enjeux financiers étant énormes, il y a eu des passes d'armes assez déconcertantes. Oui, Maître Nomo Béala, l'ADG Bisecpus a planté le décor. Après la dévaluation, on a eu affaire au Cameroun à une prolifération d'importation des produits laitiers et des produits laitiers qui ne répondaient pas toujours aux normes. L'expertise a montré que c'est des produits qui ne sont pas consommables par les nourrissons. On ne sait pas combien de morts ça a causé, comme on n'a pas pu vérifier dans nos hôpitaux. Qu'est-ce que, après avoir suivi, qu'est-ce que vous dites, par exemple, une prolifération d'importation des produits laitiers sur le marché, alors que la dévaluation aurait plutôt permis à l'industrie locale de prendre de l'envol? Oui, justement, M. Amban, c'est une situation déplorable. C'est d'autant déplorable que elle ne concerne pas que des produits laitiers. Au Cameroun, cela pose un problème du respect de la norme. Et quand on parle du respect de la norme, on peut être un peu négligent lorsqu'il s'agit des produits qui ne sont pas des produits alimentaires. Je ne vais pas parler des produits de consommation parce que même les vêtements sont consommés, même les chaussures sont consommées. Lorsqu'il s'agit des produits alimentaires, l'État devrait être très vigilant et même très rigoureux s'agissant de ce respect de la norme. Parce que ce problème, monsieur l'administrateur directeur général a pris le courage d'engager une action qui aujourd'hui, nous pouvons le dire, a sauvé beaucoup de Camerounais, a sauvé beaucoup de vies. Et il faudrait que ce genre d'opération s'étende sur d'autres produits alimentaires. Prenons le cas des pâtes alimentaires qu'on nous importe et même des riz qu'on nous importe, tout ce qui est importé comme aliment. Si on procédait à des contrôles systématiques et rigoureux, cela révélerait un certain nombre d'infractions, de délits commis par des industriels ou des commerçants véreux qui n'ont que le goût du lucre. Et s'agissant, pour revenir sur cette affaire, lorsque nous parcourons l'arrêt rendu par la Cour suprême, la motivation est suffisante et édifiante parce que cette Cour a pris vraiment le courage. Comme vous l'avez dit dans votre propos liminaire, une société, une grande multinationale comme Nestlé, il faut se lever très tôt pour l'attaquer en justice et espérer avoir gain de cause. Et là, c'est l'occasion de louer non seulement la perspicacité de cet industriel que l'État du Cameroun doit encourager, je ne dis pas devrait, doit encourager. Il faut également louer la
sagacité, la perspicacité et la clairvoyance de la Cour suprême. Je ne voudrais pas parler de la présidente de ce magistrat de haut vol qui présidait cette section commerciale il y a de cela quelques années, Madame Ngue, que je connais personnellement, devant qui j'ai eu à prester comme avocat. C'est un magistrat de haut vol, un magistrat rigoureux, un magistrat intègre et honnête. Parce que la décision parle d'elle-même. Entre Codilet, représenté par son ADG, M. Bissek, ici présent, qui battait même déjà de l'aile du fait de cette concurrence déloyale, et une multinationale. Et il faut le rappeler, il n'y avait pas que Nestlé Cameroun, il y avait d'autres sociétés, d'autres gros calibres, à savoir la société Cameroun Milk Company, la société Sadipin, la société Promodis, la société africaine de commerce Talaisan et les établissements SAO. Vous comprenez que pour se retrouver en face d'une aussi grosse machine, sans être de son côté un mastodonte, il fallait avoir le courage et la détermination. Et c'est pour cela, comme l'ADG l'a dit tout à l'heure, je loue aussi la perspicacité du bâtonnier Tchungang, qui est un aîné à moi. Il a été mon formateur, le bâtonnier Tchungang. Quand j'entrais en stage d'avocat, c'est lui qui s'occupait de la commission de formation du barreau. C'est un confrère qui a toujours été courageux, qui a toujours combattu, qui s'est toujours engagé dans des combats justes. Et c'est pour cela, pour revenir à cet arrêt, il pose un certain nombre de problèmes. Il pose le problème de la concurrence déloyale. Il pose le problème de la fraude douanière. Il pose le problème de la violation des marques. Il pose le problème, un problème sérieux de santé publique, la contrefaçon des produits alimentaires. C'est suffisamment grave. Et c'est pour cela que je dis que cet arrêt a donné le ton. Et je pense que notre justice et des organismes chargés du respect de la norme, du respect des conditions de public, du respect de la concurrence loyale devraient se mettre à contribution pour que ce genre de phénomène n'atteigne plus nos sociétés, parce que les problèmes alimentaires sont d'abord des problèmes de santé publique. Oui, Xavier Messet, au regard des problèmes posés par l'arrêt et vu la genèse évoquée ici par l'administrateur directeur général de Codilet, vous êtes inquiet compte tenu de ce que des produits, tous les produits frelatés et autres, et notamment le lait que nous observons dans nos marchés, et encore que ces produits qui viennent mettre à mal l'industrie locale. Non, vous savez, lorsqu'on est consommateur, on est toujours inquiet. On reste toujours inquiet. Les vêtements que nous portons, ce n'est pas nous qui les fabriquons. Quand bien même c'est nous qui les fabriquons, un vêtement que vous portez a plusieurs matières qui rentrent dans sa confection. Et puis quand vous le portez, vous pouvez avoir une maladie, vous pouvez avoir la gale, vous pouvez avoir n'importe quoi. Donc un consommateur reste quelqu'un d'essentiellement délicat qu'il faut protéger. Et davantage quand il s'agit de produits alimentaires, il faudrait que les pouvoirs publics soient extrêmement vigilants s'ils ont besoin de protéger la population, qu'elle soit jeune, adulte ou des nourrissons. Je suis, lorsque j'écoute les sons qui ont été
que la justice a décidé que la société Codilé, qu'elle rentre dans ces dommages, ce sont des sommes absolument dérisoires, parce que j'ai fait un calcul très rapide. Quand une entreprise, une industrie a perdu 25 ans, elle n'a pas eu d'activité pendant 25 ans, quand on parle de 94 à 2019, ça fait 25 ans, c'est absolument dérisoire. Ce sont des sommes que l'entreprise, quand elle tourne bien, quand elle fonctionne bien, avec des rendements, c'est pour gagner en un seul mois. Donc dire que Nestlé lui a verser cette somme-là, c'est absolument dérisoire. C'est pour cela que j'ai parlé des insuffisances. Voilà, je pense qu'il méritait 100 fois plus que ça. Ce que je voulais dire, c'est que lorsque... D'abord, parlant de la protection, vous savez, il y a à peu près moins de 10 ans, je dirigeais un quotidien de la place, il s'est passé un gros problème avec le lait en France. La société, les consommateurs français, ceux qui protègent les consommateurs, avaient découvert qu'un lait, n'est-ce pas, qui était produit par une société française, avait des éléments qui pouvaient atteindre, n'est-ce pas, le consommateur, surtout les nourrissons. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les médias ont révélé ce problème, la société française, la justice française, avec les entreprises, la société civile qui protège les consommateurs, se sont mis en branle. Il y a eu les syndicats qui sont descendus dans la rue, et immédiatement, cette entreprise a fait un rappel de tous ces produits qui se trouvaient dans le monde, en commençant par la France. Il s'agit de Lactalis. Voilà, on a détruit ce produit. On a détruit ce produit. Et immédiatement, nous, au Cameroun, nous avons envoyé nos enquêteurs sur le terrain. Nos enquêteurs sont allés dans les magasins, et on a découvert que des grossistes camerounais continuaient de vendre impunément ce lait. C'est-à-dire ce qui se passait dans le monde, et le même lait, c'est-à-dire la même gamme, la même production se trouvait dans nos étals. On continuait de vendre comme si de rien n'était. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est détruit parce que c'est impur à la consommation, nos autorités, n'est-ce pas, ont laissé circuler ce produit nocif et qui a continué d'empoisonner les Camerounais. C'est passé comme une lettre à la poste. Les sociétés, les associations de protection de consommateurs, comme d'habitude, se sont mêlés à un jeu qui n'a pas protégé les Camerounais. Ça, c'est donc pour dire que lorsque ce produit qui rentre dans nos marchés, qui sont fabriqués à l'extérieur, même ceux qui sont fabriqués à l'intérieur, l'État du Cameroun devrait prendre des dispositions pour mettre le consommateur à l'abri. S'agissant précisément de Codilé, je vais dire, quand M. Puce-Bissek, cet industriel courageux, a décidé de rentrer dans le marché du lait au Cameroun, je crois que dans ses études de faisabilité, il a dû prendre des précautions, c'est-à-dire pour dire qu'il rentrait dans un marché qui est contrôlé par des multinationales extrêmement puissantes, et qu'il a intégré le risque de la concurrence, le risque des bâtons dans les roues. Et s'il n'a pas prévu ça, je pense que cela a été un manquement extrêmement grave de sa part. Et que ce qui lui est arrivé là, s'il n'avait pas prévu ça dans les études de faisabilité, quand il repart là, je crois que c'est un élément qu'il devra absolument intégrer, de sorte que ce genre de choses ne lui arrive plus. S'agissant, pour terminer, je vais dire que les entreprises, les multinationales, surtout les multinationales qui sont en Afrique, et plus particulièrement au Cameroun, n'acceptent pas une concurrence locale, pas du tout. Je ne peux pas vous citer d'autres cas qui sont passés. J'ai dit tout à l'heure que vous les connaissez autant que moi. Lorsque une entreprise locale qui fait dans la transformation vient sur le marché et qu'elle rencontre les multinationales, elles ne lui feront jamais de cadeaux. Et elles ne lui feront jamais de... Elles vont utiliser toutes les armes, y compris la corruption. C'est-à-dire que quand les produits rentrent sans payer la douane, quand les produits rentrent sans payer suffisamment les taxes, ils sont passés par les Camerounais. Par les Camerounais que les multinationales utilisent pour fragiliser l'industrie locale. Mais je crois que notre pays, je termine par là, notre pays devrait prendre des précautions
pour protéger cette industrie locale qui est très embryonnaire, qui est naissante, qui est fragile. Et les grandes puissances, les grandes multinationales ne nous feront jamais de cadeaux. Oui, d'abord... oui, allez-y. Je voulais m'étendre sur l'arrêt parce que le point focal de notre discussion, c'est cet arrêt. Bon, à la lecture de cet arrêt, il faudrait que les téléspectateurs comprennent pourquoi est-ce que la procédure est arrivée jusqu'à la Cour suprême. Est-ce que le juge suprême a dit le bon droit? Et nous avons fait le tour des généralités, à moins que vous, le modérateur, le présentateur, n'ayez prévu une édition spéciale à cet effet. Mais je pense qu'il est de bon ton que les auditeurs des grandes affaires judiciaires soient édifiés s'agissant du processus, de la procédure qui est partie du tribunal de grande instance. C'est pas pour vous couper si le directeur exécutif veut faire de cette émission une émission en ajoutant 30 minutes, ce sera le bienvenu. Non, succinctement, je peux. Succinctement, je pense que je peux le faire. L'ADG BISEC vous l'a dit. J'ai dit le DEX, hein, c'est lui qui peut décider que. Mais nous sommes je ne suis pas. Je vais pas décider. Moi, j'ai intervenu pas en tant que directeur, mais en tant qu'invité sur ce plateau, et j'ai suivi le cheminement de M. Bissek, qui, moi, j'avais proposé, j'avais suggéré, heureusement, parce qu'il a replanté le décor. Alors, si vous estimez, c'est vous le patron, si vous estimez que on a fini avec le volet création, avec les incidents qu'il y a eu, pour qu'on rentre directement, parce qu'à mon avis, si on rentrait uniquement dans les aspects juridiques, on comprendrait très mal, hein, pour les téléspectateurs qui prennent l'émission en cours, on aurait de la peine à saisir, parce que ici c'est la finalité. Et imaginez-vous quelqu'un qui prend cette émission pour la première fois, il rentre dans les arrêts, il ne saura pas de quoi il s'agit. C'est pour ça que je dis que le décor a déjà été planté, les généralités, nous sommes intervenus sur les généralités. Comment en est-on arrivé à la Cour suprême? À la Cour suprême. Bon, et après avoir compulsé cet arrêt, l'ADG Bissek vous l'a dit, il a été conseillé par le confrère bâtonnier Charles Tchungang de saisir la justice. Ce qu'il a fait, le tribunal de grande instance du Vouri à Douala a donc rendu une décision qui a fait l'objet d'appels de presque toutes les parties. Il y a eu un appel principal et des appels incidents. Et la Cour d'appel, dans sa décision, a en quelque sorte adopté les motifs du premier juge. Et c'est pour cette raison que le confrère occupant pour la société Codilet a jugé utile de saisir la Cour suprême par un pourvoi. Et ce pourvoi a été déclaré recevable, et la Cour suprême, en examinant les faits, a constaté que la loi a été violée à deux égards. Les dispositions des articles 7 et 35 des deux lois 2006/015 et 2006/016 ont été violés. Et lorsque vous rentrez dans le raisonnement du premier juge, il y a eu effectivement contradiction entre les motifs et le dispositif. Parce que le premier juge n'a pas reconnu le caractère frauduleux des agissements des sociétés mises en cause. Le premier juge, sur la base d'une expertise qui a été ordonnée, a estimé que
ces sociétés ne se contentaient qu'à poser les étiquettes, les concentrés sucrés, bon, et qui n'avaient rien à voir, au lieu d'aller au fond de sa pensée, pour dire que, de son raisonnement, pour démontrer que cela constituait une fraude, parce que l'appellation lait concentré sucré est une appellation contrôlée, est une appellation protégée par la loi. Et comme l'a dit l'ADG, seuls les laits constitués à base des matières grasses animales ont cette dénomination. Mais les laits confectionnés sur la base des éléments végétaux ne sauraient avoir cette dénomination. Ce qui constituait donc une tromperie vis-à-vis des consommateurs. Parce que les consommateurs, voilà le raisonnement que le premier juge aurait dû adopter. Mais il a tenu des motifs qui se sont retrouvés en contradiction avec le dispositif. Il est arrivé à condamner Nestlé Cameroun et autres à payer la somme de 700 millions et plus à la société Codilet. Cela entrait donc en violation des dispositions que j'ai citées tantôt, et c'est pour cela donc que la Cour suprême a estimé que cet arrêt devait être cassé. Il y avait un autre motif de cassation. L'autre motif de cassation, c'est que la société Codilet a invoqué également un autre motif qui consistait dans la fraude douanière, parce que les textes, les instructions de l'Union européenne précisent que lorsqu'on commercialise ces produits, ces laits constitués à base des éléments végétaux, il devrait y avoir une relation prix et tarification douanière. Et le premier juge n'a pas répondu à cette préoccupation, et c'était donc le deuxième motif je vous en prie, c'était donc le deuxième motif de cassation. Et quand le juge a cassé, il a donc évoqué et statué à nouveau. En évoquant et statué à nouveau, il a balayé d'un revers de main toutes les exceptions qui ont été soulevées par la partie adverse, à savoir la qualité juridique de la société Codilet, alors que la société Codilet a prouvé sa constitution et son existence juridique, a balayé le revers de main la caducité de l'assistance judiciaire qui avait jadis été accordée à la société Codilet, parce que la Cour suprême a estimé que seule la commission d'assistance judiciaire peut retirer pareille assistance judiciaire. Oui, monsieur Bissek, administrateur directeur général de Codilet, vous avez parlé tout à l'heure du ministère des Finances, c'est-à-dire l'État, qui s'est constitué de votre côté en ce qui concerne des problèmes de fraude douanière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça brièvement? Alors, je dirais que les décisions de justice qui ont été rendues dans cette affaire ont été des décisions judiciaires de justice à géométrie variable. Nous avons gagné chez le premier juge au tribunal de grande instance 740 millions, présidé par Madame Ngomundgi Esther. Les 740 millions, sur la base d'une décision motivée, sont devenus à la cour d'appel du littoral 150 millions. Laquelle cour d'appel était présidée par un certain Minko Abel, qui a osé, et je dis bien, je pèse mes mots, mettre hors de cause Nestlé Cameroun, le chef de file.
Et pour finir, la Cour suprême nous donne 517 millions. Tout à l'heure, M. Messi a dit de juste raison que c'était déjà, même des 740 millions, c'était des sommes dérisoires. Pour votre gouvernement, pour la même cause, Nestlé a payé en Côte d'Ivoire 15 milliards. Au Nigeria, ici à côté, plus de 20 milliards. Parce que le même lait était vendu dans tous les pays d'Afrique noire, alors qu'il est interdit de production et de commercialisation en Europe. Donc, je dis que l'arrêt de la Cour suprême est un arrêt qui vaut son pesant d'or, puisqu'il condamne une multinationale dont le bilan consolidé pesait en décembre 2016 15 fois le budget du Cameroun. Mais c'est un arrêt qui comporte des insuffisances. Je relève par exemple que dans cet arrêt, on donne acte à l'État du Cameroun de son désistement, alors que l'État du Cameroun n'était pas à la barre, tout en ayant été convoqué, parce que le greffier en chef de la Cour suprême ventile les dossiers à toutes les parties qui ont été dans les juridictions inférieures. Il s'agit donc là d'un arrêt qui comporte un aspect ultra petit. Deuxièmement, je dirais que, Maître l'a dit tout à l'heure, c'est le tribunal lui-même qui a ordonné une expertise judiciaire. Et l'expertise judiciaire a abouti à la conclusion, aux conclusions suivantes. Premièrement, il y a eu fraude douanière. Deuxièmement, il y a eu concurrence déloyale. Et on a évalué cette concurrence déloyale pour la société Codilé à 4 milliards et demi. 345 millions. L'État du Cameroun a été délesté de 6 milliards. Donc, l'architecture financière du dossier fait 10 milliards. Mais pour finir, la société Codilé est la seule à gagner 740 millions face à un État du Cameroun qui a 0 francs. 150 milliards que Minko nous concède, 150 millions qu'il nous concède, l'État du Cameroun, 0 francs. À la Cour suprême, 517 millions, l'État du Cameroun, 0 francs. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Il y a 3 ministres des Finances successifs qui prennent la peine chaque fois d'écrire aux tribunaux, au TGI d'abord. Il y a un certain Abba Polycarpe. François Giroud disait qu'on ne tire pas sur les corbillards, mais ce monsieur a eu une attitude dans ce dossier des plus scabreuses, qui a d'ailleurs été dénoncée à l'Assemblée nationale par le député Charlie Gabriel Mbok, qui était député UPC. L'État du Cameroun doit sortir. Abba a écrit. On lui dit, mais monsieur le ministre, une procédure judiciaire, ce n'est pas une auberge espagnole où on rentre pour manger la paella parce qu'on en a envie, on en sort parce qu'on a... Il y a des règles. L'État du Cameroun et les partis ayant conclu au fond, l'instance est liée au fond. Et vous ne pouvez plus sortir vous ne pouvez plus vous désister de l'instance. Parce qu'on le lui a dit, son avocat le lui a dit, il a déconstitué son avocat pour constituer une certaine Yeneyum, dont nous connaissons parfaitement la moralité. Ensuite, son compte est réglé avec Yeneyum, il se retrouve à la prison centrale de Kondengui. À l'époque, je parle intérieurement d'une justice immanente. Ensuite, il y a Lazare Essimimeye qui arrive, il prend le dossier, il commence à le gérer de manière percutante, et puis patatras, lui aussi il écrit la même lettre, je sollicite du tribunal le désistement d'instance parce que moi, comme État, je vais mettre en place, ou j'ai même déjà mis en place, un dispositif pour récupérer mon argent. Lui, il a eu son sort, la présidence lui
il donne une demande d'explication et à la cour d'appel, il revient à l'instance. Contre toute attente, il y a un troisième ministre qui arrive, du nom d'Alamine Ousmane May, qui écrit la même lettre à la cour d'appel pour qu'on sorte l'état de l'instance, parce que lui, Alamine Ousmane May, il a mis en place des dispositions pour récupérer l'argent, les droits de douane de l'État du Cameroun, éludés, on emploie un euphémisme, en fait, détourné. Finalement, comme il y a toujours la providence, il y a, comme on dit dans la langue française, on dit enfin Malherbe vint, qui mit en place un dispositif pour donner à la France la langue qu'elle parle aujourd'hui. Et le Malherbe ici, puisque c'est une métaphore, s'appelle Louis-Paul Motazé. À l'heure où je vous parle, Louis-Paul Motazé est en train de récupérer l'argent que ses deux prédécesseurs n'ont pas eu, ou le courage, ou le mérite, mais pour les raisons qu'ils sont seuls à expliquer, Louis-Paul Motazé est en train de récupérer l'argent. Il a mis en demeure, sur la base de l'arrêt. L'arrêt de la Cour suprême de Codillet précise qu'il y a eu fraude douanière. Et le ministre des Finances actuel, qui abat un travail phénoménal, ce n'est pas une flagornerie, ce n'est pas dans mes habitudes, mais quand un ministre de la République travaille bien, il faut dire qu'il travaille bien. Il est en train, à l'heure où je vous parle, la douane, la Direction générale des douanes a mis en demeure la pléiade des sociétés que vous avez énumérées, maître, et certains sont en train de payer. Et c'est encore Nestlé qui est en train de jouer des coudes pour ne pas payer. Je préciserai ici que Camden de Sadipin est une franchisée de Nestlé. Une chose des franchisées, ça veut dire qu'elle vendait les marques de Nestlé. Voilà, elle vendait les marques de Nestlé. Voilà pour la partie camerounaise. L'État du Cameroun ne va pas sortir bras ballants de cette affaire et du fait du courage du ministre Louis-Paul Motazé. Maintenant, pour le reste, vous serez étonné si je vous dis qu'à l'heure où je vous parle, ces laits sont toujours sur le marché et que la fraude douanière se poursuit. C'est là où je profite de cette antenne pour interpeller l'ANOR. L'ANOR au Cameroun sert de quoi? Sert à quoi? S'il y a des faux laits qui sont dénoncés depuis près d'une vingtaine d'années, on a parlé de 94, nous sommes en 2019. Le ministre Bello Bouba Margaïri, à l'époque ministre du Commerce, a sorti un arrêté ministériel interdisant l'image du lait sur ces faux laits-là. Allez sur le marché, vous allez voir ces laits commercialisés avec l'image de la vache laitière. Alors, si la norme est protégée, il faut que la norme du lait concentré sucré noble le soit. Et que la norme prenne des dispositions appropriées pour supprimer la commercialisation de ces laits au Cameroun. Puisqu'en plus, nous l'avons dit, que ce sont des laits qui ont une dangerosité avérée, notamment sur le segment de la population parmi les plus fragiles. Je terminerai cette séquence de mon intervention en disant que si j'ai pu gagner même ces 517 millions, grâce à 3 personnalités de la République auxquelles je voudrais rendre un hommage solennel. Il s'agit d'abord d'Anzé Tchungi Gilbert, qui était mon président du conseil, et qui a mis tout son poids dans la balance pour que la procédure judiciaire, qui a failli être classée sans suite, dès son introduction d'instance dans les juridictions de Douala. Ensuite, il y a eu Jean Foumanakam, qui a pris en main cette affaire, qui l'a présentée au chef de l'État, et je peux vous dire, sans risque de me tromper, il m'a montré ce document, il m'a mis, le chef de l'État a marqué que cette procédure judiciaire prospère
au mieux des intérêts de l'État du Cameroun et de celle de la petite et moyenne entreprise. Je citerai aussi, on va me dire, vous citez votre frère. Mais si votre frère vous rend service, il faut lui rendre hommage. Bissek Dagobert, qui a été président de la Chambre judiciaire et qui a tout fait pour que cette procédure aboutisse. Enfin, last but not least, le ministre d'État Laurent Esso, qui n'aime pas qu'on parle de lui, mais il n'a qu'à faire de moi ce qu'il veut, qui a très discrètement évacué toutes les pressions diplomatiques. Plusieurs fois, le ministre d'État Laurent Esso a été visité par l'ambassade, plus de 2 ambassadeurs de Suisse au Cameroun, pour qu'il pèse de tout son poids pour que la procédure judiciaire son cours soit infléchi en faveur de Nestlé. Laurent Esso est resté de marbre et tout le monde sait que c'est un marbre. C'est une cape. Donc, voilà, ce n'est pas facile. Je passe sous silence la prise en otage du dossier par le parquet. Un jour, Jean Fouman me dit, mais monsieur Bissek, que fait votre dossier à la chancellerie? Que fait votre dossier? Là, les affaires civiles et commerciales sont par essence des affaires des partis. Que fait ce dossier là-bas? Donc, ça n'a pas été une partie de plaisir. Oui, Xavier, vous venez d'écouter, les produits circulent encore dans le marché. Pourtant, au ministère du Commerce, on a un chef de brigade nationale pour lutter contre ce genre de trucs. Au niveau du port, il y a la SGS, il y a la douane. Alors, le journaliste que vous êtes là, vous avez c'est-à-dire honte pour votre pays, vous avez peur, ce qui se passe ailleurs, ce qui ne se passe pas ailleurs, ça ne se passe pas au Cameroun. Je voudrais brièvement répondre à votre question, mais je voudrais d'abord rendre un hommage à M. Pius Bissek, qui est un homme courageux, qui fait partie de cette classe de personnes qui, quand on sait qu'on a raison, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout, même quand on n'a plus de moyens, il faut aller jusqu'au bout avec la foi. Et je pense que ce qu'il est en train de dire, ce qu'il venait de dire là sur ce plateau, c'est pathétique. Et je crois qu'il devrait être un modèle, soit pour d'autres Camerounais qui auront ce genre de problème. Il ne faut pas se décourager. Il faut penser qu'avec la foi, avec la volonté, la détermination, on arrive à un résultat comme celui-là. Maintenant, le journaliste que vous interpellez n'est pas un enquêteur de justice, ni celui de la police. Vous êtes observateur de la société? Oui, j'observe, et puis je vais vous raconter une anecdote qui va exactement dans le même sens qui répond un peu à votre question, et qui répond également à la préoccupation de M. Bissek, qui a demandé tout à l'heure que fait la Nord. Je me suis arrêté dans un magasin que je refuse de citer volontairement parce qu'ils vont me poignarder au sortir d'ici. Ce magasin se trouve sur la grande avenue qui part du carrefour Lonka jusqu'à Itoudi. J'allais chez moi au village à Bafia. Je me suis arrêté pour acheter quelques provisions. Alors, lorsque je suis entré dans ce magasin, j'ai pris une boîte de conserve, j'ai lu la notice, était périmée depuis au moins 1 an. La deuxième boîte périmée depuis peut-être 1 an. La troisième boîte était périmée depuis quelques 6 mois. J'ai reposé les boîtes, je suis allé à la caisse, j'ai dit, mais pourquoi vous vendez ce genre de produits périmés? Où est votre directeur? Je voudrais le rencontrer. Il n'est pas là. Bon, comme d'habitude, il n'est pas là. Alors, j'ai relevé les noms de ce produit. J'ai relevé normalement le nom du magasin, la date, et j'ai utilisé mes relations au niveau de la Nord et au niveau du ministère du Commerce. Et Dieu seul sait que j'ai des contacts dans ces 2 endroits-là à des niveaux suffisamment élevés. J'ai attiré leur attention là-dessus. Et je suis repassé là, 1 mois après, exprès, dans le même magasin. C'était pas exactement les mêmes boîtes, parce qu'elles étaient déjà certainement achetées, consommées,
Mais il y avait d'autres boîtes qui étaient tout aussi périmées. Et rien n'a été fait. Alors, qu'est-ce que vous voulez que le journaliste que je suis puisse faire? Il n'a pas de moyens, il ne peut faire que ce que j'avais fait là. Et nous pensons, quand on pose ce genre d'actes, nous avons la naïveté de croire qu'il y a des institutions comme la Nord, dont parle M. Bissek, comme le ministère du Commerce, auquel je fais allusion aujourd'hui, qui doivent faire leur travail. Et je termine en disant, vous savez, M. Amba, quand un pays est corrompu, lorsqu'un pays est corrompu comme le nôtre, jusqu'à la moelle, ce pays-là marche à l'envers. C'est-à-dire tous les repères sont perdus. Tout ce que vous pouvez faire, tout ce sur quoi vous pouvez compter, ça vole en éclats. C'est le cas du Cameroun. Oui, votre mot de fin, Maître Nomo Béala. Je rappelle qu'on va continuer, c'est une série, aujourd'hui on a fait la genèse. On va continuer en les séquençant la fraude douanière à la lumière de l'arrêt rendu par la Cour suprême, la contrefaçon, la concurrence déloyale. On fera plusieurs émissions sur cet arrêt. Aujourd'hui, c'était pour pour camper le décor, pour emprunter le mot utilisé par l'administrateur directeur général de Kodilé. Oui, mon mot de fin, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, il faudrait que les pouvoirs publics, les administrations en charge de ces problèmes prennent leurs responsabilités. Il y a le ministère du Commerce, comme M. Messé l'a dit tantôt, il y a la Nord, il y a le ministère de la Santé. Toutes ces institutions, tous ces services ont des pouvoirs que leur donne la loi pour sévir en cas de violation s'agissant du non-respect de la norme, s'agissant de la fabrication ou de la fabrication ou de la vente des produits frelatés. Il y a tout un arsenal juridique. C'est pas ça qui fait défaut. Il faudrait donc que ceux qui sont chargés de mettre en application ces textes puissent faire leur travail. C'est tout ce que je peux demander aux administrations en charge de ces problèmes. Oui, monsieur l'ADG, votre mot de fin. Moi, ce que je voudrais dire, d'abord, je remercie la Providence d'avoir fait en sorte que je m'en sorte avec ces mégots qu'on m'a donné. Mais je voudrais dire ici, de manière solennelle, que tous ces donneurs de leçons du Nord, ces gens qui disent que des pays comme le Cameroun, c'est des pays corrompus, c'est des pays où il n'y a pas de justice, ce sont des pays de non-droit. C'est eux-mêmes. Lorsque l'une de leurs multinationales est prise la main dans le sac dans un de nos pays, c'est leurs ambassadeurs qui vont au front. C'est vrai, un ambassadeur est fait pour défendre les intérêts de son pays. Mais moi, je suis fatigué de ces leçons d'éthique, de ces leçons de morale, de ces leçons de gouvernance que nous dictent l'Europe du Nord et les États-Unis d'Amérique, qui ne sont pas des exemples de moralité. La corruption de Fillon, qui prend trois costumes à l'occasion des présidentielles et qui ramasse une gamelle, ce n'est pas à Berbelinga ou Ndongo ou Ngé de Déa ou de Yaoundé. C'est bel et bien Fillon. Quand Madoff met en mal le système financier mondial en faisant de la cavalerie financière, Madoff n'est pas de Ngele Menduga, de l'Est du Cameroun. Il n'est pas de Bafang, il est bel et bien un Américain. Donc ces gens-là, moi je dis ici, on dit en latin hic et nun. Là où un Camerounais vole 1 milliard, ces gens-là sont dans des milliers de milliards dans nos pays. C'est ce que je voudrais faire comme remarque. Ne soyons pas complexés devant eux. Essayons de relever ce qu'ils font. Et moi, je serai heureux quand le président de la République mettra un expatrié à Kondengi.
Parce que l'opération épervier ne doit pas concerner que les Camerounais. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Je rappelle que M. Pius Bissek est par formation un expert comptable. Je crois que je ne me trompe pas. Il est un expert comptable de formation. Mais quand est-ce que nous allons boire le prochain lait? Bientôt, puisque je dois l'avouer, le gouvernement de mon pays me soutient, le ministre des Finances nous soutient, le ministre Taïga qui travaille en amont pour que le lait frais du Cameroun soit transformé localement, nous soutient. Martin, je suis sûr que vous allez obtenir des cartons de lait ici pour que j'en boive le matin. J'enfonçais dans une porte ouverte tout à l'heure en demandant à l'État de soutenir des personnalités comme vous. Non, ils sont au front. Le gouvernement de la République est au front. Le passage à vide des tribunaux avec les non-dits que cela comporte explique un peu cela, mais je crois qu'avec la détermination notamment du ministre des Finances, du ministre Taïga et les positions que prend le chef de l'État, parce que le chef de l'État n'a pas le don d'ubiquité. Quand un magistrat rend une décision de justice, il la rend, c'est vous les avocats qui le dites, en son âme et conscience. Et au nom du peuple camerounais. Non, du peuple camerounais, je ne sais pas. Parce que voilà, nous arrivons au terme de notre émission ce soir. Je rappelle que c'est une série. Nous allons continuer avec les problèmes posés par cet arrêt, notamment la fraude douanière, la contrefaçon, la concurrence déloyale et même la protection de l'industrie locale. Parce qu'en fait, en ce qui concerne Nestlé et Codilet, c'est une multinationale qui pratiquement importe tout au Cameroun face à une industrie locale qu'on a mis en péril, et ça a duré pratiquement 15 ans. C'est depuis 2003. 2003 que cette affaire a commencé. On a fait plusieurs émissions, même à l'époque, à la CRTV, avec Charles Tchungan qui était sur le plateau. Je vous dis au revoir, à bientôt sur le petit écran.